Alors, commençons par rappeler la différence entre deux types de croissance. D'un côté, la croissance extensive, qui provient de l'accumulation des facteurs de production, le facteur travail et le facteur capital, et d'un autre côté, la croissance intensive, une croissance qui provient de ce que Robert Solow appelle le résidu qui est alimenté par un ensemble d'innovations. Ce résidu, ces innovations qui impactent ce que les économistes appellent la productivité globale des facteurs de production, par exemple grâce à de nouvelles méthodes de production, on peut penser au Fordisme qui a généré une forte productivité, crée des controverses quant à son origine. Certains considèrent qu'il est d'origine exogène, comme Robert Solow, qui considère qu'il tombe du ciel, qu'il provient des découvertes scientifiques qui sont aléatoires, et d'autres considèrent que ce progrès technique est endogène, c'est-à-dire qu'il provient des investissements d'agents économiques, par exemple de l'État qui investit en capital humain, ou de l'entrepreneur, cher à Joseph Schumpeter, qui innove dans le but d'obtenir une rente de monopole. Aujourd'hui, la question de l'impact du progrès technique sur les inégalités est fondamentale. Ainsi, beaucoup d'économistes ont mis en avant le fait que le progrès technique crée une polarisation de la société. C'est-à-dire que le progrès technique se substitue aux emplois intermédiaires, on peut penser aux emplois dans le secrétariat, mais est complémentaire à deux types d'emplois. D'un côté, le progrès technique est complémentaire aux emplois très qualifiés, comme les emplois d'ingénieurs, et d'un autre côté, le progrès technique est complémentaire avec des emplois peu qualifiés, mais peu routiniers, des emplois de serveurs, par exemple, ou dans l'entretien, qui ne sont pas substituables par le progrès technique. Quatrième élément à savoir, c'est le rôle des institutions dans la croissance. Ici, un auteur, Douglas North, a mis en avant le poids de ces règles à la fois formelles et informelles qui structurent les interactions humaines et qui sont nécessaires pour qu'un pays connaisse une croissance économique élevée. On peut penser ici à une règle informelle, le développement de la confiance qui va générer de la productivité chez les salariés, ou encore à la mise en place de droits de propriété, à la mise en place de brevets qui vont inciter à l'innovation. Pourquoi? Eh bien parce que les entrepreneurs ne courront pas le risque de se voir subtiliser leur idée au profit de la concurrence. Terminons par dire que la croissance économique impacte négativement l'environnement. Comment? Eh bien, en générant ce qu'on appelle des externalités négatives, en épuisant le capital naturel, en épuisant les biens communs, autant de définitions à connaître. Ici, mentionnons qu'une école de pensée, les théoriciens de la soutenabilité faible, évoquent le rôle des innovations afin de pallier à ces fameuses limites écologiques de la croissance. Pour ces auteurs, le capital technologique, les innovations peuvent se substituer au capital naturel qui est petit à petit épuisé par la croissance économique. On peut penser à certaines innovations comme les énergies renouvelables qui peuvent petit à petit se substituer à d'autres énergies en voie de disparition car surexploitées. Ce que l'on appelle en sociologie l'espace social est fracturé par tout un ensemble de critères qui révèlent des inégalités au sein de la société française. Parmi ces critères, on trouve l'usage d'un outil élaboré par l'INSEE, celui des PCS, les professions et catégories socio-professionnelles, qui révèlent bon nombre d'inégalités. Grâce au PCS, l'INSEE va distinguer des individus, effectuer des regroupements en se basant sur un ensemble de facteurs, comme par exemple le niveau de diplôme, comme par exemple le secteur d'activité, ou comme par exemple le statut de salarié ou d'indépendant des Français. Par conséquent, on observe ici, grâce à cet outil, toute une classification élaborée par l'INSEE qui part des agriculteurs exploitants et qui se termine par les ouvriers et qui révèle des inégalités, comme par exemple les inégalités de salaire. On sait bien, par exemple, que les cadres disposent d'un salaire plus élevé que celui des employés et des ouvriers.
On sait bien également que les cadres sont moins exposés au chômage, partent plus en vacances que les employés et les ouvriers. Au-delà des PCS, il existe d'autres facteurs qui hiérarchisent l'espace social et qui révèlent des inégalités. On peut penser tout d'abord à l'étape connue par un individu durant le cycle de vie, c'est-à-dire l'âge de l'individu, mais également le moment traversé durant l'existence, comme par exemple l'âge d'être étudiant ou l'âge d'être à la retraite. Ainsi, cette étape durant le cycle de vie révèle bon nombre d'inégalités. Des inégalités économiques, on sait bien qu'un individu qui rentre sur le marché du travail dispose d'un salaire bien moins élevé qu'un individu de plus de 50 ans, mais également d'autres inégalités. On peut penser par exemple à des inégalités politiques, les jeunes étant moins représentés à l'Assemblée nationale que les plus de 50 ans. Autre facteur de hiérarchisation de l'espace social, ce sont les inégalités de genre, qui elles aussi sont multidimensionnelles. On peut penser aux inégalités de salaire, mais également aux inégalités liées à la répartition des tâches domestiques, ou encore à l'inégalité concernant la représentation politique. Enfin, deux autres facteurs de hiérarchisation de l'espace social, c'est tout d'abord la composition des ménages. On sait bien que les familles monoparentales et que les familles nombreuses sont bien plus exposées à la précarité économique que les familles traditionnelles. De la même façon, évoquons le rôle fondamental dans nos sociétés des inégalités territoriales. Il existe ainsi des fractures entre les grosses agglomérations et les zones rurales, ou entre les agglomérations, les centres-villes et leurs périphéries, composées notamment des zones de banlieue. Et ici, on observe bien des inégalités, par exemple concernant le taux de chômage, ou encore des inégalités concernant le plus ou moins facile accès aux services publics. Alors la structure socio-professionnelle française a connu de profonds bouleversements à partir des années 50, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et durant ce que l'on a appelé les 30 glorieuses. Parmi ces transformations, il y a tout d'abord la salarisation. Certaines PCS salariées, comme les cadres, comme les professions intermédiaires ou comme les employés, ont augmenté numériquement et ont occupé une place de plus en plus importante au sein de la population active. Ces PCS ont profité de la mise en place de la sécurité sociale, de la protection sociale et de la proposition d'emploi à plein temps et en CDI, un statut protecteur qui a profité à ces salariés. Dans le même temps, les indépendants, comme les agriculteurs et les artisans, ont chuté numériquement, impactés de plein fouet par le progrès technique, par l'émergence des supermarchés, par la mécanisation, etc. Mention également que ce processus s'est accompagné d'une féminisation du marché du travail, de l'augmentation de la part des femmes dans la population active. Des femmes qui majoritairement se sont engouffrées dans les PCS de professions intermédiaires et d'employés, devenant ainsi, par exemple, aide à domicile, assistante maternelle, secrétaire, infirmière, etc. À partir des années 80, 70, on note également deux évolutions majeures. Tout d'abord la chute numérique du nombre d'ouvriers impactés par les délocalisations et par l'automatisation, toujours par le progrès technique, mais également une très forte hausse des qualifications. Les diplômes délivrés ont augmenté, notamment vis-à-vis de personnes qui sont devenues, grâce à ces diplômes, professions intermédiaires, qui sont devenues également cadres. L'analyse de l'espace social peut se faire grâce au recours à deux auteurs qu'il faut savoir distinguer. Tout d'abord Karl Marx, qui parle de classe sociale. Pour Karl Marx, une classe sociale, c'est tout d'abord une classe en soi, c'est-à-dire un positionnement au sein des rapports de production. Les prolétaires ne disposent pas des moyens de production, mais vendent seulement leur force de travail aux bourgeois. Bourgeois qui exploitent
les prolétaires en tirant une plus-value de leur travail afin de réaliser du profit et qui sont eux propriétaires des moyens de production. Mais pour Karl Marx, une réelle classe sociale doit passer le stade en soi pour devenir une classe pour soi. Le passage de la classe en soi à la classe pour soi dépend du fait de se forger ou non une conscience de classe. Ainsi, les individus, s'ils ont le sentiment de devoir lutter contre un ennemi commun, comme l'ont les prolétaires vis-à-vis des bourgeois, eh bien ces individus forment réellement une classe sociale et ces classes sociales sont le moteur de la lutte des classes qui a un rôle fondamental à jouer dans l'histoire. À côté de Karl Marx, on trouve un autre auteur, Max Weber, qui lui va utiliser 3 critères pour analyser l'espace social. Tout d'abord, Max Weber observe un ordre économique au sein duquel il va positionner des classes sociales. Mais attention, des classes sociales qui ne sont pas les mêmes que pour Karl Marx. Pour Max Weber, une classe sociale dépend de la chance qu'a un individu à se procurer tel ou tel bien ou tel service. Ce n'est pas du tout la même chose que le sens que donne Karl Marx via la dimension en soi ou pour soi. À côté de cet ordre économique, Max Weber va analyser un ordre social, dans lequel il va analyser des groupes de statuts, et ces groupes de statuts dépendent du prestige, de l'honneur dont dispose tel ou tel individu. Enfin, Max Weber analyse également un ordre politique, dans lequel on trouve forcément les partis politiques, et bien évidemment, cette appartenance à l'ordre politique dépend du pouvoir que détient tel ou tel individu. La notion de classe sociale est-elle pertinente aujourd'hui? Point d'interrogation. Eh bien, d'un côté, on aurait tendance à dire que oui. Pourquoi? Eh bien, parce que les inégalités, notamment celles qui opposent les cadres aux employés et aux ouvriers, sont très très fortes, elles sont multidimensionnelles et elles n'ont fait qu'augmenter depuis la crise économique de 2008. De la même façon, on peut mettre en avant le rôle de la bourgeoisie, qui reste bien une classe sociale au sens de Karl Marx. Les bourgeois cherchent à préserver leurs intérêts communs, à préserver leurs richesses et à se les transmettre de génération en génération en se transmettant des capitaux comme le capital économique, le capital culturel ou le capital social qu'a bien mis en évidence Pierre Bourdieu. Mais attention, d'un autre côté, on voit bien que cette notion est moins pertinente aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que durant les 30 Glorieuses, on a assisté à un phénomène de moyennisation, à une hausse du niveau de qualification, à un accès à la société de consommation, à une déprolétarisation des prolétaires qui ont pu, eux aussi, s'immiscer dans cette forte classe moyenne, ce qui a diminué l'antagonisme entre 2 classes sociales que décrivait Karl Marx. On peut également évoquer aujourd'hui le fait que désormais les inégalités sont plutôt intraclasses, c'est-à-dire qu'elles opposent des individus au sein d'une même classe. Ainsi, il existe des inégalités de genre au sein d'une même classe sociale, par exemple entre les ouvriers et les ouvrières. On peut également évoquer le fait qu'il existe des inégalités en fonction du niveau de qualification. Les ouvriers qualifiés sont moins exposés au chômage que les ouvriers non qualifiés. Enfin, le phénomène d'individualisation, la volonté d'autonomie, de singularité des Français a fait diminuer la dimension pour soi des classes sociales. Les Français souhaitent être autonomes, être singuliers, ne plus être rattachés seulement à une classe sociale, mais être des individus à part entière. L'engagement politique regroupe des moyens d'action très divers. On peut penser tout d'abord aux moyens d'action dits conventionnels. Ces moyens d'action sont en lien avec le processus électoral. On peut penser au vote ou encore au militantisme pour un parti politique. À côté de ces moyens d'action, on trouve des moyens d'action dits non conventionnels. Ces moyens d'action non conventionnels peuvent ne pas être protestataires. Pensons à l'adhésion à une association pour promouvoir une cause. Mais il existe aussi, au sein de cette catégorie, des moyens d'action
contestataires, protestataires. Et ceux-ci peuvent être à la fois légaux ou illégaux. Parmi les moyens protestataires illégaux, on peut penser par exemple aux zones à défendre, ces occupations illégales pour lutter contre un projet d'aménagement. À côté de ces moyens d'action, on trouve les moyens d'action, les moyens de protester qui relèvent du domaine légal. Pensons à la consommation engagée, par exemple au boycott ou à l'inverse, le boycott, qui consiste à acheter des produits pour soutenir une cause. Mentionnons également que si les moyens d'action politique sont divers, il en va de même des organismes d'action politique. On trouve ainsi, par exemple, dans un pays comme la France, le rôle fondamental des partis politiques qui sélectionnent les candidats qui deviendront ensuite les dirigeants politiques. Néanmoins, ces partis politiques ont une relative faiblesse en France où seulement 1% du corps électoral adhère à un parti. Il existe d'autres organismes qui jouent un rôle politique, comme les associations chères à Alexis de Tocqueville, comme les syndicats qui cherchent à promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres. Ou encore, désormais, on trouve de plus en plus le rôle fondamental des groupements. Ces groupes d'individus qui sont moins structurés, moins hiérarchisés, qui n'ont pas forcément d'existence institutionnelle, de porte-parole, de siège, d'existence juridique, mais qui jouent aujourd'hui un rôle fondamental, comme l'ont démontré différents mouvements, celui des Gilets jaunes, celui des jeunes pour le climat, ou encore toutes les zones à défendre qui se sont multipliées. Il faut connaître également les variables socio-démographiques qui déterminent l'engagement politique. Ici, mentionnons tout d'abord le rôle du niveau de diplôme. Le niveau de diplôme favorise ou non l'engagement politique. En effet, le diplôme favorise la transmission de ressources culturelles à l'individu qui vont lui permettre ou non de s'engager politiquement. À ce propos, Daniel Gaxi a pu parler de sens caché pour parler de l'exclusion des classes populaires concernant le vote, concernant la participation à la démocratie électorale. Pourquoi? Eh bien parce que ces individus ont moins les ressources culturelles pour maîtriser la compétition politique et les enjeux d'une élection. Deuxième variable socio-démographique, c'est désormais le rôle fondamental de l'âge. En effet, on sait bien que les anciennes générations avaient une totale confiance envers le système électoral, envers les partis politiques et sacralisaient le poids du vote, le rôle du vote concernant l'engagement politique. Désormais, c'est moins le cas avec les jeunes générations qui privilégient une implication distanciée, qui s'engage de manière moins durable. Jacques Ellul utilise l'image d'un engagement post-it, les jeunes signant des pétitions, manifestant quand bon leur semble, de manière moins durable et sans s'en remettre totalement au parti, qu'ils jugent trop centralisé. Enfin, troisième variable sociodémographique d'importance, c'est le poids du genre. Les femmes s'engagent moins politiquement, et ce notamment car il est très difficile de tenir le triple agenda qu'elles doivent tenir si elles s'engagent. Un agenda composé du rôle désormais dans l'entreprise, le rôle professionnel, d'un rôle au sein de la famille, des tâches des tâches domestiques ou encore le rôle dans le parti, le rôle militant. Ce sont les raisons de l'engagement individuel, et ce en dépit de ce que Moncure Olson nomme le paradoxe de l'action collective. En effet, pour Moncure Olson, il existe un réel paradoxe, c'est que les coûts de l'engagement politique sont individuels, les coûts financiers, les coûts en termes de temps liés à l'engagement politique, alors que les gains suite à un mouvement de contestation sont collectifs. Ainsi, Moncure Olson explique bien qu'il est plus logique, qu'il est plus rationnel pour un individu de ne pas se mobiliser, de laisser les autres se mobiliser, de se comporter en passager clandestin. Pourquoi? Eh bien parce que comme cela, l'individu ne subira aucun
coût, mais profitera des gains collectifs suite à la mobilisation. Néanmoins, aujourd'hui, des individus continuent bel et bien de s'engager. Pourquoi? Eh bien tout d'abord car les organisations mettent en place ce que l'on appelle des incitations sélectives. Ces incitations peuvent être positives et inciter les individus à se mobiliser via par exemple la mise en place de caisses de grève, ou encore ces incitations peuvent être négatives et désinciter les individus à la non-mobilisation. Par exemple, en jugeant, en stigmatisant les individus qui ne font pas grève. On peut également évoquer le poids fondamental des rétributions symboliques, ces rétributions immatérielles qui vont valoriser les individus qui contestent, leur apporter par exemple le sentiment de faire avancer une cause, d'être utile. Enfin, ce qui explique fondamentalement l'engagement politique, c'est la structure des opportunités politiques. Ainsi, on voit bel et bien que les différents systèmes politiques dans le monde sont plus ou moins ouverts aux contestations, ce qui va favoriser ou non les contestations. Certains pays, par exemple, facilitent les mouvements de contestation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il existe de nombreux relais, des personnalités influentes qui vont porter la parole, qui vont porter la contestation de certaines personnes, de certains mouvements. De la même façon, on peut évoquer le poids des périodes. Les périodes préélectorales vont favoriser les contestations, vont favoriser le fait que certaines personnes, certains mouvements puissent faire entendre leur cause. Il est très important également de connaître les mutations qu'ont connues les conflits du travail. Ainsi, on assiste depuis la fin du XXe siècle à une forte chute du taux de syndicalisation, à une forte chute du nombre de journées de grève. Pourquoi? Eh bien tout d'abord parce que le mouvement ouvrier a chuté. Le Parti communiste qui transformait le mouvement ouvrier, qui lui inculquait une conscience de classe, a fortement perdu de son ampleur suite à l'effondrement de l'Union soviétique. De la même façon, le mouvement ouvrier a connu une forte baisse du fait des délocalisations, du fait de l'automatisation, du progrès technique, etc. Dans le même temps, ce sont plutôt les employés qui ont grossi numériquement au sein des classes populaires. Des employés qui travaillent dans les services et très souvent dans des petites entreprises qui ne sont pas favorables à la contestation, qui ne créent pas un contexte favorable pour contester. De nombreuses transformations socio-économiques connues depuis les années 1980 désincitent ainsi à la contestation. On peut penser au chômage de masse. Les individus, par peur d'être licenciés et de connaître le chômage, ne contestent plus dans le cadre de leur entreprise. De la même façon, la peur des délocalisations désincite les employés et les ouvriers à faire grève par crainte que leur entreprise ne soit délocalisée. Néanmoins, évoquons surtout le fait que les conflits du travail n'ont pas disparu, mais ont connu des transformations. Des transformations concernant, par exemple, leur forme. Il existe certes des grèves, aujourd'hui en diminution, mais d'autres formes de conflits sont de plus en plus importantes. On peut penser au débrayage, on peut penser à la grève perlée, ou on peut penser encore au recours au prud'homme. Mentionnons également les profondes mutations concernant les objets des conflits du travail. Auparavant, ces objets étaient purement offensifs. Les ouvriers souhaitaient conquérir de nouveaux droits. Alors qu'aujourd'hui, on observe que de plus en plus, les objets des conflits du travail sont défensifs. Les salariés souhaitent conserver d'anciens droits, comme le droit de partir à la retraite à tel ou tel âge. Enfin, mentionnons également que ce sont les acteurs des conflits du travail qui ont connu une profonde mutation. Alors qu'auparavant, le mouvement ouvrier était central dans les conflits du travail, désormais, on observe que de plus en plus d'employés jouent un rôle fondamental dans ces conflits. On peut
parler des employés de supermarchés, par exemple, ou des employés dans l'entretien. Mentionnons également le rôle nouveau des auto-entrepreneurs, des plateformes digitales, qui contestent leur précarité et se font de plus en plus entendre. Enfin, il faut savoir distinguer les différents répertoires d'actions collectives qui se sont succédés historiquement, comme l'a si bien noté Charles Tilly. Pour Charles Tilly, ces répertoires d'actions collectives sont des moyens d'action mis à la disposition de groupes contestataires. Au XVIe siècle, on observe ainsi un répertoire local, patronné, très violent, et durant lequel les individus contestent à proximité de leur lieu de vie. Au XXe siècle, on note l'apparition plutôt d'un répertoire national autonome, mené par les syndicats, qui contestent, mettent en œuvre des contestations d'un point de vue national. Enfin, aujourd'hui, on serait plutôt dans un répertoire transnational solidariste. Dans ce répertoire, les enjeux sont universels, ils sont supranationaux. On peut penser par exemple à l'écologie, à la lutte contre la mondialisation libérale ou encore contre le nucléaire. Les individus font appel, dans le cadre de leur contestation, à des experts. Ils rejettent également les organisations traditionnelles, comme les partis et les syndicats, et utilisent des moyens d'action spectaculaires pour capter l'attention des médias. Un auteur, Alberto Melucci, a pu parler de l'avènement de nouveaux mouvements sociaux pour bien montrer le contraste entre hier la priorité donnée à des revendications matérielles comme les salaires et aujourd'hui la priorité qui serait plutôt donnée à des revendications post-matérielles. Ces revendications post-matérielles peuvent concerner les qualités de vie, comme par exemple l'environnement, l'écologie, ou encore la reconnaissance d'une identité, de nouveaux droits auprès de populations qui subissent des discriminations. On parle ainsi de lutte minoritaire pour parler du mouvement féministe ou encore du mouvement récent de Black Lives Matter qui cherche à obtenir de nouveaux droits pour des populations discriminées. Le chapitre s'ouvre sur le thème de la spécialisation des pays au sein du commerce international. Adam Smith et David Ricardo expliquent que les pays doivent se spécialiser en fonction de leur niveau de productivité. Néanmoins, pour Smith, qui parle des avantages absolus, un pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il est le plus productif. A contrario, pour Ricardo, un pays doit se spécialiser en fonction de la production pour laquelle il dispose du plus gros avantage ou du moins gros désavantage, ce qui permettra à tous les pays d'obtenir une spécialisation. Là-dessus, un groupe d'auteurs intervient, dit HOS, et ces trois auteurs expliquent que les pays se spécialisent en fonction du facteur de production qui est abondant sur les territoires, comme le travail ou le capital. Cette abondance permet d'utiliser le facteur de production à faible coût et donc de proposer des prix attractifs. Ce sont les causes du commerce dit intrabranche. Le commerce intrabranche, à contrario du commerce interbranche, concerne l'échange de produits similaires entre des pays ayant des dotations factorielles similaires. Par exemple, des échanges entre la France et l'Allemagne concernant l'automobile. Eh bien, comment expliquer ces échanges? Premier point, insistant sur la DIPP, la décomposition internationale du processus de production, qui consiste à localiser les différentes étapes de ce processus dans différents pays afin de profiter des avantages comparatifs de tel ou tel pays. C'est ce qui se passe actuellement avec la production européenne de l'Airbus, une DIPP qui amène forcément à de nombreux échanges dits intra-firmes, car les différentes pièces doivent ensuite être rassemblées pour que l'avion soit terminé, soit assemblé. Autre élément fondamental qui explique ces échanges intra-firmes, ce sont les stratégies mises en place par les entreprises, par les firmes transnationales de différenciation. Une différenciation à la fois verticale qui conduit une entreprise à miser sur un produit de qualité différente et donc sur un prix plus ou moins élevé. On peut penser aux échanges par exemple de Clio
française vers l'Italie et de Ferrari italienne vers la France, mais il existe également une autre stratégie, celle de différenciation horizontale, où on va s'échanger désormais plutôt des produits de variétés différentes. Pensons à l'exportation de clémentines françaises, corse vers l'Espagne et à l'exportation de clémentines espagnoles, cette fois vers la France. Il est également fondamental de savoir distinguer la compétitivité prix et hors prix des firmes transnationales. La compétitivité prix consiste en la capacité d'une firme à attirer des consommateurs grâce à des prix attractifs. A contrario, la compétitivité hors prix consiste à attirer le consommateur via d'autres critères. On peut penser au délai de livraison, à l'image de marque ou encore au service après-vente. Attention, la compétitivité d'un pays est très différente de cette compétitivité prix et hors prix et consiste en la capacité du pays à maintenir l'emploi sur son territoire et à développer ses exportations, les deux étant liés. Ainsi, on voit bel et bien qu'un pays, en mettant en place des institutions, peut attirer les firmes transnationales, ce qui est favorable à sa compétitivité. Prenons des exemples, le fait de modérer le coût salarial peut améliorer la compétitivité prix des entreprises et les attirer sur son territoire. D'un autre côté, le fait de mettre en place des centres de recherche peut améliorer la compétitivité hors prix des firmes transnationales et les attirer sur le territoire du pays, ce qui sera favorable à la compétitivité des entreprises, certes, mais aussi à sa propre compétitivité en termes de pays. Concernant le libre-échange, de cette politique commerciale qui vise à abaisser les obstacles aux échanges internationaux, notamment en abaissant les droits de douane, il faut bien comprendre que cette politique commerciale a eu pour effet de baisser le prix d'un bon nombre de produits destinés aux consommateurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que grâce à cette politique commerciale, les firmes transnationales ont mené une DIPP, comme mentionné tout à l'heure, ont fragmenté leur chaîne de valeur, ont internationalisé leur chaîne de valeur et ont pu ainsi produire certaines étapes de leur processus de production, comme l'assemblage, dans des pays à faible coût, notamment d'un point de vue salarial, ce qui permet de proposer des prix compétitifs d'un point de vue du prix. Ainsi, mentionnons également que grâce à ces échanges développés grâce au libre-échange, eh bien, le consommateur peut profiter d'une grande diversité de produits. On l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, via les échanges dits intra-branches, certains pays similaires échangeant, ce qui permet aux consommateurs de profiter pour un même produit d'une gamme différente de produits, mais également d'une variété différente de produits. Une gamme par exemple pour l'automobile, de Clio jusqu'à Audi, d'une variété pour les clémentines, clémentines corse et clémentines espagnoles. Mentionnons néanmoins que ce libre-échange a un impact à contraster concernant les inégalités. Dans les pays du Nord, on peut mentionner le fait que le libre-échange a augmenté les inégalités. Pourquoi ? Eh bien parce que certaines PCS, comme les ouvriers, ont subi une forte baisse de salaire, ont subi une explosion du taux de chômage, car certaines firmes transnationales ont délocalisé la production, ont délocalisé l'assemblage, par exemple pour l'automobile, dans des pays à faible coût, notamment en Europe de l'Est. Mentionnons également que les inégalités entre les pays ont également été impactées par ce libre-échange. D'un côté, certains pays, notamment les pays africains, n'ont pas forcément bénéficié du libre-échange, n'ont pas bénéficié des investissements directs à l'étranger. Mais ce fut le cas pour les pays asiatiques, pays qui pour bon nombre d'entre eux sont devenus des pays émergents et ont bénéficié de ce qu'on appelle la remontée de filières. Progressivement, en obtenant des IDE, en captant les technologies des IDE, ces pays sont passés d'une spécialisation sur des produits à faible valeur ajoutée à une spécialisation sur des produits à forte valeur ajoutée. Le cas de la Chine est ici emblématique. À l'opposé de cette politique commerciale du libre-échange, on trouve la politique commerciale dite du protectionnisme. Cette politique commerciale vise à restreindre les échanges internationaux et notamment à restreindre les importations en intervenant soit sur les prix, soit sur les quantités échangées.
Sur les prix comment? Eh bien par exemple en établissant des droits de douane qui vont augmenter le prix des produits importés. Sur les quantités comment? Eh bien par exemple en établissant des quotas d'importation, ce qui fut le cas par exemple en France concernant le textile importé. Pourquoi mettre en place ces politiques? Eh bien tout d'abord, certains auteurs comme Frédéric List nous expliquent qu'on peut mettre en place un protectionnisme éducateur afin de développer les avantages comparatifs de certaines industries, le temps qu'elles se préparent, puis lever ce protectionnisme dès qu'elles seront prêtes à faire face à la concurrence internationale. Actuellement, ce débat concernant le protectionnisme est très utilisé afin de mettre en exergue l'avantage que cela pourrait avoir pour préserver les industries des pays du Nord qui ont du mal à faire face aux potentielles délocalisations vers les pays du Sud à faible coût, notamment d'un point de vue salarial. Néanmoins, le protectionnisme présente des dangers que n'hésitent pas à mettre en avant ses pourfendeurs. On peut penser bien évidemment à la hausse des prix que le protectionnisme induit. En effet, du fait du protectionnisme, eh bien, les consommateurs ne profitent pas de prix attractifs, notamment liés à la mondialisation, mais également à la décomposition internationale du processus de production. On peut également penser aux mesures de représailles que cela déclenche. Un pays comme les États-Unis, qui met en place des mesures de représailles sur la Chine, voit la Chine en faire de même concernant ses produits, et ainsi de suite. Le premier élément à connaître concernant ce chapitre, ce sont les différentes dimensions des inégalités. En effet, on peut dire que les inégalités sont multiformes ou multidimensionnelles. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont en partie économiques, liées à des ressources monétaires, comme par exemple les inégalités de salaire, les inégalités de patrimoine, mais les inégalités sont également sociales et relèvent d'autres dimensions. On peut penser aux inégalités face à la santé, face au logement ou encore aux inégalités dites politiques. Néanmoins, ces inégalités qui sont multidimensionnelles sont également dites cumulatives, c'est-à-dire que les catégories favorisées profitent de nombreux avantages liés à ces inégalités. Elles sont mieux rémunérées, en meilleure santé, disposent de meilleurs logements, alors que les catégories populaires multiplient les handicaps, c'est-à-dire souffrent de bon nombre de facettes des inégalités. Enfin, les inégalités font système, c'est-à-dire qu'elles s'impactent mutuellement. Les inégalités économiques entre elles, l'inégalité de salaire impacte l'inégalité de patrimoine, mais également les inégalités économiques vis-à-vis des inégalités sociales. En effet, les inégalités de richesse vont influencer intrinsèquement et nécessairement, par exemple, les inégalités liées à la santé, liées à la logement, ce qui peut impacter de fait la réussite des enfants, et cela nous amène à conclure en disant que les inégalités se transmettent de génération en génération, se reproduisent, car les catégories populaires créent un cadre qui est bien moins favorable à la scolarité de l'enfant que les catégories favorisées. Trois étapes sont à distinguer concernant l'évolution historique des inégalités. Si au début du XXe siècle, ces inégalités étaient très élevées, notamment les inégalités de patrimoine, elles ont fortement diminué de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Pourquoi? Eh bien parce que les patrimoines ont été détruits par les guerres mondiales, parce qu'on a mis en place des mesures liées à la fiscalité, comme l'impôt sur le revenu en 1914, parce que la croissance économique des Trente Glorieuses a profité notamment à l'émergence d'une vaste classe moyenne, comme expliqué précédemment, ou encore grâce à la mise en place de la protection sociale, de la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, à partir des années 80, on assiste plutôt à une résurgence des inégalités du fait de la globalisation financière. Les placements financiers deviennent plus rentables pour les plus riches, du fait de mesures fiscales qui ont baissé les droits de succession, baissé le montant de l'impôt sur le revenu pour les plus élevés, ou encore plus récemment mis fin à l'impôt sur les grosses fortunes. Enfin, dernier élément qui explique cette montée des inégalités, c'est la baisse du pouvoir du mouvement
ouvriers du fait de la fin de l'influence du Parti communiste ou également de la mise en place de processus comme la mondialisation, l'automatisation qui ne permettent pas aux ouvriers, qui ne permettent pas aux employés de réclamer des hausses de salaire car ils sont plutôt en position de faiblesse et craignent d'être remplacés par une machine ou craignent de voir leur entreprise être délocalisée. Il est important de comprendre que la justice sociale renvoie à différentes dimensions de l'égalité, certains privilégiant l'une, d'autres privilégiant l'autre. Ainsi, il existe tout d'abord la notion d'égalité des droits. Selon cette conception, tous les citoyens doivent profiter des mêmes droits et faire face aux mêmes devoirs. À côté de cette conception, on trouve la dimension de l'égalité des chances, selon laquelle tous les citoyens doivent avoir la même possibilité d'accéder à toutes les positions sociales au sein de cette société, et ce, indépendamment de leur origine sociale, leur origine ethnique, leur religion, leur genre, etc. Enfin, il existe la dimension de l'égalité réelle, l'égalité des situations, qui consiste à dire que tous les citoyens doivent avoir le même accès à une ressource socialement valorisée. On peut penser au logement, à l'éducation, à la culture ou également aux revenus. À partir de ceci, différents auteurs vont insister plus ou moins dans leur théorie sur telle ou telle dimension de l'égalité. Selon l'utilitarisme, une société est juste si elle maximise le bonheur qui règne en son sein, si elle maximise le bonheur agrégé de ses membres. À côté de cette école de pensée, on trouve l'égalitarisme strict de Karl Marx qui va bien sûr insister sur l'égalité réelle et qui dit même que l'on peut restreindre la liberté des individus pour instaurer une égalité stricte, notamment d'un point de vue des richesses. Mentionnons également l'égalitarisme libéral de John Rawls qui insiste sur l'égalité des chances. John Rawls nous dit bien qu'une société est juste si toutes les positions sociales qui existent dans la société sont librement accessibles à tous les individus dès leur naissance, s'ils ne subissent pas un handicap dans le cadre de cette lutte pour obtenir les positions sociales qui existent. Et enfin, mentionnons l'école de pensée du libertarisme qui, elle, va réellement insister sur la liberté et qui mentionne qu'il ne faut pas restreindre ces libertés dans le cadre d'une quête pour l'égalité. Cette école de pensée nous indique même que les inégalités sont légitimes en réalité dans une société. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles reflètent les efforts, les talents des individus qui sont nécessairement très différents. Afin de favoriser la justice sociale, les pouvoirs publics mobilisent différents instruments, dont tout d'abord la protection sociale. La protection sociale permet aux individus de faire face aux risques sociaux. Les risques sociaux liés au travail et au chômage, liés à la famille et la grossesse, mais également liés par exemple à la santé, qui nécessitent des indemnités. Indemnités qui seront versées par les mécanismes à la fois d'assurance et d'assistance, qu'il faut savoir distinguer. Deuxième outil fondamental, c'est bel et bien la fiscalité, qui regroupe un ensemble de prélèvements obligatoires, dont les impôts. Impôts qui sont fondamentaux pour restreindre les inégalités, car ils vont diminuer l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, mais les impôts sont très importants également. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont financer les services collectifs, ces services qui sont proposés aux ménages, qui sont fournis par les administrations publiques, par exemple concernant l'éducation, l'école gratuite, par exemple concernant le logement, les logements sociaux, ou par exemple concernant la santé via le remboursement des soins. Ces services collectifs sont fondamentaux. Pourquoi? Eh bien parce que s'ils n'étaient pas fournis à titre gratuit ou quasi gratuit, eh bien seules les personnes les plus aisées pourraient y avoir accès. Enfin, les pouvoirs publics mobilisent également un outil fondamental qui est la lutte contre les discriminations. Les pouvoirs publics mettent en place un ensemble de lois
qui permettent d'interdire les discriminations et vont même plus loin en mettant en place ce qu'on a appelé des mesures de discrimination positive qui visent à accorder un avantage à un groupe discriminé pour lui permettre de connaître réellement l'égalité des chances dont il n'a pas pu profiter du fait des discriminations qu'il endure. Enfin, il faut savoir distinguer les différentes limites que rencontre l'État dans sa quête d'une plus grande justice sociale. Depuis les années 70, on a pu ainsi mettre en évidence la crise d'efficacité de l'État-providence. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne parvient pas à freiner, voire alimente la forte hausse des inégalités. Pensons par exemple à son inefficacité également vis-à-vis des politiques de discrimination positive. Bon nombre d'entre elles, dont la mise en place des zones d'éducation prioritaire, n'ont pas porté leurs fruits. Elles concentrent des élèves en difficulté sociale et scolaire et les résultats de ces élèves ne sont pas impactés par la mise en place de ces politiques. L'État-providence connaît également une crise de financement depuis les années 70 du fait de la faible croissance économique et des fortes dépenses liées notamment aux crises économiques, à la montée du chômage. On peut parler ainsi de trou de la sécurité sociale pour caractériser les déficits annuels que rencontre l'organisme. L'État-providence connaît également une forte crise de légitimité. Il est critiqué de la part des citoyens dont le consentement à l'impôt diminue, c'est-à-dire l'idée que les impôts sont justes, sont nécessaires, sont utiles au bon fonctionnement de la société. Eh bien non, les Français critiquent le bien fondé de l'impôt et sont de moins en moins prêts à le verser pour le bon fonctionnement de la société. Cette critique vis-à-vis de l'impôt est notamment alimentée par l'idée de plus en plus répandue que, en réalité, la protection sociale contiendrait beaucoup d'effets pervers et désinciterait notamment au travail. Beaucoup de Français considèrent que les prestations sociales vont enfermer les individus qui en profitent dans des trappes à inactivité. C'est-à-dire que les individus qui profitent des prestations sociales n'auraient pas intérêt à reprendre une activité, n'auraient pas intérêt à reprendre un emploi. Pourquoi? Eh bien parce que la reprise d'un emploi ne leur permettrait d'obtenir qu'un très faible avantage, voire aucun avantage par rapport à la situation dans laquelle ils sont actuellement, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils vivent seulement des prestations sociales. Ce chapitre nous amène déjà, et c'est fondamental, à distinguer le travail et l'emploi. En effet, le travail correspond à une pure production de biens et services. A contrario, l'emploi correspond à l'exercice d'une activité professionnelle à la fois rémunérée et déclarée. Et c'est très important de bien le savoir. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut parfois travailler sans disposer d'un emploi. Pensons au bénévolat ou encore à une activité domestique, par exemple à la réalisation de crêpes maison. De la même façon, il faut bien savoir que le statut d'emploi renvoie lui aussi à deux statuts. Le statut de salarié qui correspond au fait pour un travailleur d'être lié à un employeur, d'être lié via un lien de subordination et être lié via un contrat de travail. Cela correspond à peu près à 90% des personnes qui disposent d'un emploi. Les 10% restantes, elles, profitent du statut d'indépendant, c'est-à-dire au PCS 1 et 2 que nous avons déjà évoqués dans des chapitres précédents. Enfin, il est important de savoir que l'emploi peut être analysé via différents critères qui mesurent la qualité des emplois. Différents critères qui vont encore une fois opposer différentes PCS que l'on a déjà mentionnées précédemment. Mentionnons par exemple le niveau de salaire qui permet bel et bien de mesurer la qualité d'un emploi. Eh bien, on sait bien que les cadres disposent d'un salaire plus élevé que les ouvriers ou les employés. Autre critère de la qualité de l'emploi, c'est la sécurité économique, c'est-à-dire la probabilité de connaître le chômage. Ici encore, les cadres sont bien moins exposés au chômage que les ouvriers. Enfin,
Pensons également à la variété des tâches, à la répétition d'une même tâche. Et bien ici encore, les ouvriers sont plus exposés au travail à la chaîne, à la répétition d'une tâche que les cadres, cadres qui disposent d'une plus grande polyvalence et d'une plus grande liberté pour organiser eux-mêmes leur travail. Il est important de constater que les frontières entre l'emploi, le chômage et l'inactivité sont de plus en plus brouillées. C'est par exemple le cas de la frontière entre l'emploi et le chômage, et ce du fait du développement des emplois dits atypiques. Du fait de l'avènement des CDD et de leur développement, les salariés ne sont plus durablement protégés vis-à-vis du chômage, comme c'était le cas hier avec de très nombreux CDI, notamment durant les 30 glorieuses. De même, du fait du développement des temps partiels, eh bien, les salariés disposent d'un revenu beaucoup plus faible que s'ils disposaient d'un temps plein. Ces salariés rentrent très souvent dans la catégorie du sous-emploi, c'est-à-dire une situation dans laquelle des individus disposent d'un emploi mais souhaiteraient travailler davantage. Deuxième frontière brouillée, c'est la frontière entre le chômage et l'inactivité. Ainsi, on constate désormais que de plus en plus de personnes souhaiteraient occuper un emploi, mais ne sont pas comptabilisées comme chômeurs, mais plutôt comme inactifs. Pourquoi? Eh bien, deux raisons à cela. Soit ces personnes sont découragées et n'entreprennent plus de recherche vis-à-vis par exemple de Pôle emploi, donc sortent des chiffres, soit ces personnes ne sont pas disponibles dans les 2 semaines et sortent des chiffres du BIT, du Bureau international du travail. L'organisation du travail a connu de profondes mutations au fil du XXe siècle. Si le taylorisme dominait au début du XXe siècle, avec sa division horizontale et verticale du travail, qu'il conjuguait à l'usage du Fordisme, Fordisme qui a apporté le convoyeur, la standardisation des produits ou encore le $5 day, on a constaté durant les années 70 de nombreuses grèves dans les usines qui ont lutté, qui ont dénoncé un mode de travail qu'ils jugeaient déshumanisant. Par conséquent, ces contestations ont contribué à l'événement, à l'usage d'un autre mode d'organisation du travail, celui du toyotisme, qui nécessite, qui fait appel à 3 principes. Le premier de ces principes, c'est bel et bien la flexibilité, c'est-à-dire l'adaptation à la demande. Les horaires de travail ou la cadence sont ainsi influencés par la demande en temps réel et non plus la demande anticipée. Deuxième principe fondamental, c'est désormais la recomposition des tâches. Les ouvriers travaillent en petites équipes, sont plus autonomes, sont plus polyvalents et ne répètent plus inlassablement un même geste. Enfin, troisième principe, c'est le management participatif, c'est-à-dire que les salariés peuvent s'investir dans la prise de décision, peuvent réaliser des initiatives sur leur lieu de travail, que ça soit arrêter la chaîne de production, proposer une amélioration sur cette fameuse chaîne de production ou sur le produit destiné aux consommateurs. On constate aujourd'hui que ces modes d'organisation du travail s'imbriquent, c'est-à-dire que dans une même entreprise, on peut avoir recours à ces différents modes d'organisation. Pensons à la restauration. Aujourd'hui, le numérique a également profondément bouleversé l'organisation du travail. On peut penser à l'avènement du télétravail, notamment chez les cadres. Si certains y voient un avantage, car cela introduit de la souplesse sur l'organisation du temps de travail, d'autres dénoncent le fait que désormais les temps de travail et les temps professionnels sont totalement brouillés et que le travail prend le pas, influence profondément la vie privée à son détriment. Deuxième bouleversement lié au numérique, eh bien, c'est l'avènement des plateformes digitales comme Uber. On constate via ces plateformes digitales une réelle désintermédiation, c'est-à-dire que les emplois qui étaient auparavant exercés via le statut de salarié sont désormais exercés via le statut d'indépendant.
d'auto-entrepreneurs. Et si on pourrait croire à une réelle indépendance, en réalité ce n'est pas le cas. Ces personnes sont sous la dépendance d'une maison mère, en l'occurrence par exemple Uber, et ces sociétés se servent de ce statut pour contourner les règles du salariat, pour éviter par exemple de devoir régler les fameuses cotisations sociales ou de devoir s'engager sur un contrat de type CDD, CDI qui est plus protecteur pour le salarié. Enfin, dernier bouleversement lié au numérique, c'est ce qu'on a appelé la polarisation des emplois, déjà mentionné dans le chapitre 1, c'est-à-dire le fait que le progrès technique, le numérique, soit substituable aux emplois intermédiaires, comme par exemple dans le secrétariat, ce qui a pour conséquence que dans une même société, on constate désormais que les emplois sont soit très qualifiés, soit peu qualifiés, mais beaucoup moins intermédiaires car substitués au progrès technique. Si le travail intègre à la société, c'est notamment grâce à ces trois fonctions intégratrices. Le travail intègre déjà grâce à sa fonction économique. En effet, il confère un salaire, il confère une protection sociale qui permet de consommer, qui permet également d'être à l'abri des risques sociaux. La fonction dite sociale du travail est également importante. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque l'on travaille, qu'on dispose d'un emploi, on va pouvoir entretenir un certain nombre de relations sociales vis-à-vis des collègues par exemple, mais également vis-à-vis de la clientèle. Enfin, la fonction dite symbolique, c'est-à-dire que le travail confère un rôle au sein de la communauté. On est reconnu pour notre travail, on obtient une identité professionnelle grâce à notre travail et un fort sentiment d'utilité. Néanmoins, aujourd'hui, ces trois fonctions intégratrices sont mises à mal. Par quoi? Eh bien par l'avènement déjà du chômage de masse. Le chômage de masse nuit à la fonction économique et au fait de disposer de moyens financiers grâce au travail, cela va de soi, mais également à la fonction sociale. L'individu reste chez lui et ne peut plus entretenir de relations sociales qui étaient liées au travail. Enfin, le chômage nuit à la fonction dite symbolique. L'individu n'a plus d'identité professionnelle et souffre d'un sentiment d'inutilité. Il faut également rajouter que l'avènement des emplois atypiques nuit fondamentalement à ces trois fonctions intégratrices. Concernant ce chapitre dédié à l'intégration européenne, il est tout d'abord très important de connaître les 5 étapes par lesquelles est passée cette union régionale. Tout d'abord, l'établissement d'une zone de libre-échange qui consiste classiquement à supprimer les barrières douanières entre les pays de la zone. Deuxième étape, l'union douanière qui consiste à établir un tarif extérieur commun vis-à-vis des autres pays, ces pays qui ne sont pas dans la zone. Ensuite est intervenue l'étape du marché commun qui consiste à élaborer, à établir plus précisément une libre circulation concernant à la fois les facteurs de production, le travail et le capital, mais également pour les capitaux et également pour les marchandises, d'où l'idée des 4 libertés. L'union économique est également intervenue en 4e étape, c'est-à-dire une mise en place de politiques communes, comme ce fut le cas avec la PAC, la politique agricole commune. Enfin, la 5e étape de l'union régionale qu'a connue la zone euro, c'est bel et bien déjà l'élaboration d'un système de change fixe, une coordination entre la valeur des différentes monnaies nationales qui a mené progressivement à la mise en place de l'euro, bel et bien avec ces 19 pays qui font partie, qui ont adopté une monnaie unique. Deuxième élément à savoir, c'est fondamental, c'est l'impact du marché unique sur les économies nationales. On doit déjà mentionner que le marché unique a profondément modifié, impacté la vie des entreprises. Les entreprises, en produisant à grande échelle, ont pu réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'en produisant plus, en produisant pour le marché unique, elles ont pu faire baisser le coût moyen de leurs produits en répartissant leurs coûts fixes sur une grande quantité de produits vendus. Mentionnons également que les entreprises, afin d'exporter, ont été incitées à être compétitives à la fois sur le prix
et à la fois sur le hors-prix, ce qui a contribué à développer les investissements, les innovations et donc la croissance à la fois extensive et intensive et donc les PIB nationaux. Les ménages, eux, ont profité de produits à bas prix. En effet, on peut importer en provenance des pays qui sont dans le marché unique sans le paiement de droits de douane. De la même façon, le développement du libre-échange a favorisé la DIPP, comme mentionné dans le chapitre sur la mondialisation, et donc le fait de pouvoir bénéficier de produits à bas coût, notamment qui sont assemblés dans les pays à faible coût salarial. Le consommateur, les ménages, profitent également d'une grande diversité de produits et des échanges intra-branches, également mentionnés dans le chapitre sur la mondialisation. Néanmoins, mentionnons que l'impact du marché unique sur les économies nationales est profondément contrasté. Certains pays ont plutôt tiré profit de ce marché unique. C'est notamment le cas des fameux pays qui ont bénéficié des délocalisations, des IDE, car ils assemblent effectivement les produits dans le cadre de la DIPP. On pense ici, par exemple, à la République tchèque ou à la Hongrie, tout simplement. De la même façon, d'autres pays ont plus bénéficié du marché unique que d'autres. C'est par exemple le cas des pays plutôt du centre de l'Europe vis-à-vis des pays de la périphérie, pays qui sont géographiquement bien placés et bénéficient des échanges européens. Mentionnons également que les régions à forte capacité technologique, qui ont une forte capacité pour innover, ont pu tirer profit de ce marché unique pour développer leurs exportations. C'est le cas de l'Allemagne et également que les petites économies ouvertes, c'est-à-dire très dépendantes des exportations, ont vu leur PIB augmenter, à contrario des plus grosses économies qui exportent relativement peu vis-à-vis de l'ensemble de leur PIB, comme c'est le cas par exemple de la France. Il faut également bel et bien savoir distinguer les différentes pratiques anticoncurrentielles vis-à-vis desquelles la Commission européenne est très méfiante et lutte intensément. Parmi ces pratiques anticoncurrentielles, on trouve déjà les abus de position dominante. En effet, la Commission européenne veille à ce que les entreprises qui ont une position dominante ne jouent pas de cette position dominante, soit par exemple pour racheter des entreprises innovantes qui viendraient leur faire concurrence, ou soit par exemple en imposant des conditions à leurs fournisseurs en jouant de leur position dominante. La Commission européenne cherche également à déceler les ententes, ces accords entre entreprises pour fixer des prix très élevés, plus élevés que le prix dit d'équilibre, notamment en jouant sur la politique de la clémence. Cette politique qui vise à exonérer l'entreprise qui dénonce l'entente à laquelle elle participait d'amende. La Commission européenne souhaite également contrôler ce qu'on appelle les concentrations, c'est-à-dire les fusions et acquisitions entre entreprises d'un même secteur, et la Commission européenne veille à ce que ces fusions et acquisitions ne donnent pas lieu, ne donnent pas naissance à une nouvelle entreprise, une nouvelle entité qui se rapprocherait du monopole. Enfin, la Commission européenne lutte contre les aides d'État, des aides d'État adressées à des entreprises qui peuvent prendre différentes formes, comme par exemple des prêts accordés à une entreprise à des taux privilégiés, comme par exemple des subventions ou comme par exemple des allègements fiscaux, c'est-à-dire des baisses d'impôts accordées à des entreprises, comme ce fut le cas par exemple pour l'Irlande vis-à-vis de Google ou d'Apple. Ces politiques de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles sont souvent contestées. Déjà parce qu'elles ne facilitent pas, elles mettent à mal la possibilité pour l'Union européenne de voir émerger de grands groupes transnationaux, de grands groupes européens. Ce fut le cas par exemple pour Siemens et Alstom, deux géants du ferroviaire, l'un allemand, l'autre français, qui n'ont pas pu fusionner à cause de la Commission européenne, qui mentionnait que cela aurait trop rapproché la nouvelle entité du monopole. De la même façon, on met souvent en avant le fait que la Commission européenne adopte des sanctions, prononce des amendes trop tardivement, c'est-à-dire une fois que ces pratiques anticoncurrentielles ont eu beaucoup d'effets et ont permis aux firmes
de grappiller des parts de marché, de se rapprocher déjà du statut de monopole. Enfin, mentionnons également qu'en forçant à ce que les monopoles publics cèdent place à la concurrence, comme ce fut le cas pour les monopoles publics liés par exemple à l'usage de réseaux, par exemple les réseaux postaux, ou encore les réseaux ferroviaires, ou encore les réseaux d'électricité, eh bien la Commission européenne a participé à l'émergence d'oligopoles dans ces secteurs. Des oligopoles, c'est-à-dire quelques entreprises dominant un marché, qui ont très souvent amené à une hausse des prix, contrairement à l'argument selon lequel eh bien, le monopole gênait la fameuse baisse des prix. Les politiques économiques dites conjoncturelles sont des politiques économiques qui visent à agir sur l'économie à court terme. Elles sont de deux types, les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Les politiques budgétaires peuvent être de relance ou de rigueur et jouent sur le niveau des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. Les politiques budgétaires de relance consistent tout simplement à augmenter les dépenses publiques, à baisser les prélèvements obligatoires afin d'augmenter la demande et de développer ce que John Maynard Keynes a appelé l'effet multiplicateur. En effet, en augmentant les dépenses, en baissant les prélèvements, cela va augmenter la demande, générer une phase de production qui va générer des revenus qui seront à leur tour consommés. Pensons à des ouvriers sur un chantier ou à des personnes qui ont travaillé en supermarché. Ces personnes ont dû travailler du fait de la hausse des dépenses publiques, de la baisse des prélèvements obligatoires, et grâce à leur mois de salaire, elles vont à leur tour consommer, ce qui va influencer, ce qui va créer une deuxième phase d'augmentation de la demande. A contrario, on trouve également les politiques budgétaires de rigueur, qui visent à lutter plus précisément contre l'aggravation des déficits, contre l'augmentation de la dette et contre l'augmentation de l'inflation. Ces politiques visent ainsi à baisser la demande et peuvent créer, a contrario, un cercle vicieux d'effondrement de la demande. En effet, en baissant les dépenses publiques, on alimente la baisse de la demande. Cette baisse de la demande va contribuer à ce que les entreprises produisent de moins en moins, licencient, ce qui va de nouveau contribuer à une nouvelle baisse de la demande. À côté de ces politiques budgétaires, on a donc les politiques monétaires. Les politiques monétaires sont mises en place par la BCE, Banque Centrale Européenne, qui joue sur son taux directeur, le taux auquel elle prête de la monnaie centrale aux banques commerciales. Dans le cadre d'une politique monétaire dite de relance, la BCE baisse ses taux directeurs. Ainsi, les banques commerciales peuvent plus facilement obtenir de la monnaie centrale et vont elles aussi baisser leur taux d'intérêt vis-à-vis des ménages et des entreprises. Les ménages vont ainsi consommer, les entreprises vont ainsi investir, ce qui va alimenter fortement la demande, comme c'est le cas avec la politique budgétaire de relance. A contrario, si elle souhaite lutter contre l'inflation, la BCE va augmenter ses taux directeurs, la monnaie centrale coûtera plus cher, les banques commerciales devront payer beaucoup plus pour s'en procurer et elles vont donc augmenter leur taux d'intérêt vis-à-vis des ménages et des entreprises, lesquelles ne vont plus consommer, ne vont plus investir, la demande va donc s'effondrer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe de nombreuses difficultés au sein de la zone euro pour mener les politiques dites conjoncturelles. Pourquoi ? Eh bien, parce que si la politique budgétaire est du ressort des États membres, chaque État membre pouvant mener sa politique budgétaire, de relance ou de rigueur, eh bien la politique monétaire, elle, est unique. Elle est menée par la BCE et s'applique à l'ensemble des pays de la zone euro, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Pourquoi ? Eh bien parce que les différents pays de la zone euro sont dans des situations économiques différentes, voire opposées, et auraient besoin d'une politique économique différente. Ainsi, certains pays subissent une forte inflation et un faible chômage. Ces pays-là ont donc davantage besoin d'une politique monétaire de rigueur, de taux directeurs plutôt élevés. On pense ainsi à l'Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais à côté de ces pays, on a des pays dans lesquels il n'y a pas d'inflation, mais un fort chômage. Ces pays, comme la Grèce ou encore l'Espagne, auraient davantage besoin d'une politique monétaire de relance, c'est-à-dire de faible
taux directeur qui relance la demande. On voit bien donc qu'une seule politique monétaire est inadaptée pour toute la zone euro. De la même façon, la BCE est inadaptée, est en difficulté quand il s'agit de lutter contre ce qu'on appelle les chocs asymétriques. Ces chocs asymétriques, à contrario des chocs symétriques, ce sont des chocs qui vont frapper seulement un ou quelques pays de la zone euro et non pas son ensemble. Pourquoi cela pose-t-il problème? Eh bien parce que la Banque Centrale Européenne ne peut pas se permettre de baisser les taux directeurs afin de relancer la demande. Pourquoi? Eh bien parce que cela aurait certes des impacts positifs pour le pays qui a connu une crise sectorielle. Pensons par exemple à la Finlande qui dans les années 2010 a subi une profonde crise liée à la mise en difficulté de Nokia qui a été frappé de plein fouet par l'avènement des smartphones. Eh bien, certes, cette relance monétaire impacterait positivement la Finlande, mais cette relance monétaire pourrait avoir des répercussions négatives sur d'autres pays qui sont dans une situation différente d'un point de vue conjoncturel. Des pays dans lesquels la relance aurait pour conséquence de faire augmenter l'inflation. Par conséquence, les pays s'en remettent très souvent à leur politique dite budgétaire pour pallier à leurs difficultés économiques. Néanmoins, ces politiques budgétaires ont des répercussions sur l'ensemble du marché unique. En effet, un pays qui mène une politique budgétaire de relance voit également ses voisins être impactés. On l'a bien compris lors de la relance budgétaire de 1981 du gouvernement Mauroy, les Français se servant de la relance, se servant de l'augmentation des transferts sociaux, des dépenses publiques pour consommer des produits allemands, ce qui a profité aux entreprises allemandes et non pas aux entreprises françaises. Si cela peut parfois être un avantage pour les voisins du pays qui mènent une politique de relance, cela peut virer à l'inconvénient. Pourquoi? Eh bien parce qu'en augmentant la demande vis-à-vis des entreprises étrangères, ces entreprises étrangères peuvent réagir en augmentant les prix, ce qui vire à l'inflation. Évoquons également le fait qu'un pays, en menant une forte politique budgétaire de relance, creuse son déficit. Le creusement du déficit alimente la dette publique, ce qui peut pousser les investisseurs sur les marchés financiers à augmenter les taux d'intérêt qu'ils exigent à ces pays pour financer leurs dettes. Ainsi, les investisseurs décident d'augmenter les taux d'intérêt auxquels ils financent la dette du pays qui mène la politique de relance, mais également des autres pays de la zone euro. Pourquoi? Eh bien parce que les investisseurs ont moins confiance envers la santé financière des autres pays de la zone euro. C'est ainsi pour cela que l'Union européenne a mis en place des règles d'encadrement budgétaire qui sont censées limiter le débordement des politiques budgétaires d'un point de vue notamment du déficit et de la dette publique. Ainsi, depuis le traité de Maastricht, les pays de la zone euro doivent obtenir un déficit annuel inférieur à 3% du PIB et une dette publique inférieure à 60% du PIB. Ces critères ont très souvent été critiqués, notamment pour deux raisons. La première, c'est que suite aux périodes de crise économique qui exigent de fortes dépenses publiques, notamment car le chômage augmente, il faut donc payer des allocations chômage, la croissance diminue, il y a donc moins de recettes fiscales, et bien ces critères deviennent intenables. Et on l'a bien vu suite à la crise des subprimes ou à la crise de la Covid-19. Le deuxième élément qui est également à mentionner pour critiquer ces critères, c'est que ces critères obligent certains pays à mener des politiques budgétaires de rigueur alors qu'ils auraient besoin de politiques budgétaires de relance. Ce fut le cas suite à la crise des subprimes pour l'Espagne ou encore pour la Grèce et l'Italie. Pour respecter ces critères, ces pays ont dû mener des politiques de rigueur qui ont encore contracté la demande, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce qui a donc fait augmenter le chômage. Le chômage a lui aussi contribué à une nouvelle contraction de la demande, et ainsi de suite, un cercle vicieux totalement négatif pour le pays